Alors, Gaudiment, est-ce que vous pourriez expliquer à la salle les schémas? Parce que pour nous, c'est évident, mais pour la salle, je ne suis pas sûre que ça soit si... C'est vrai, la salle est en train d'être d'accord avec vous. Merci. Alors, donc, il faut que vous puissiez voir qu'il y a une petite histoire. En 1923, Freud fait un schéma. Ah, c'est super, tout est là. Donc voilà, ça c'est le schéma, le premier schéma de Freud. D'accord? Et vous voyez bien qu'ici, là, il y a cette ouverture. Freud venait de la neurologie. D'accord? Donc Freud, il avait une intuition clinique propre aux gens qui font de la clinique. Donc en 23, il fait ces schémas-là avec cette ouverture ici. En 32, il fait le même schéma et cette ouverture est fermée. La question c'est que par exemple, Lacan se moquait énormément du schéma, le schéma de l'œuf. Ça m'énervait toujours qu'on avait le schéma de l'œuf de Freud, etc. La question qui m'a intéressé ici, donc Lacan avait une formation psychiatrique très importante, Freud avait une formation scientifique très importante, et moi je passais 15 ans du matin au soir, du lundi au samedi, dans un hôpital, dans un service de médecine interne. Donc quand vous êtes confronté à la maladie organique et que vous lisez Jacques Prévert, la chanson du sang par exemple, hein, il faut lire la chanson du sang de Prévert dans un service d'hématologie, n'est-ce pas? Et si quelqu'un peut récupérer à un moment donné cette chanson-là, parce que maintenant avec Internet on accède très rapidement, j'ai lu ça et j'ai compris l'hématologie. J'ai compris les enjeux, c'est-à-dire j'ai compris mon interprétation, n'est-ce pas? Et j'étais profondément touché par ce que Prévert racontait dans un service quand j'étais dans un service d'hématologie. Donc, à partir de là, je me suis dit que ce qui n'arrive pas à être supporté par le moi, voyez-vous, le moi ici, qu'on ne supporte pas. Est-ce que je peux voir l'autre schéma des Nazik? Donc, parce que comme j'étais assis là, j'ai vu le schéma autrement, parce que je fais le schéma, je dessine, je donne à Lucide qu'elle a la patience de rectifier, envoyer à quelqu'un, etc. Et donc j'ai trouvé ça très joli parce que le moi ici, c'est qu'il ne peut pas supporter, il va refouler. D'accord? Donc il commence à pousser. Voyez-vous? C'est alpha ici, et il commence à pousser vers la partie inconsciente de moi. Il commence à pousser ça vers l'inconscient structuré comme langage, qui est proche du moi, voyez-vous. Parce que j'ai voulu toujours sauver les intuitions de Freud et Lacan. Pas par un amour aveugle, c'est pas du tout ça. C'est parce que je fais confiance aux cliniciens. Voyez-vous. Donc, la place de l'inconscient structuré comme un langage, il se trouve ici. Et il a un inconscient qui est beaucoup plus profond et qu'on n'a pas accès. Et quand vous lisez Kant, par exemple, la critique, la raison pure, vous remarquez qu'il y a quelque chose qui échappe à notre relation, donc cette libido qui nous anime, que nous n'avons pas accès, nous n'avons pas connaissance. Et donc, à partir de là, je peux avoir le schéma de Freud. À partir de là, j'ai commencé à condenser tous les schémas de Freud et de Lacan dans un seul. J'ai appelé le schéma de Lucille parce que c'est elle qui a préparé tout, etc. Donc là, quand le moi ne supporte pas quelque chose, ça va s'exprimer parce que c'est une constante Kraft, le ça, d'ACE, c'est une force constante, ça n'arrête pas de produire de libido, de votre naissance à votre mort. Donc, quand on ne peut pas supporter quelque chose, ça passe du côté du corps. Et c'est ici que j'ai appelé la bucca. Je mets ça en latin pour éviter toute tentative de traduction. Ça ne se traduit pas. Donc, et à un moment donné, quand je trouve ça fermé, et de voilà, c'est là qu'elle explique que quand le moi ne veut pas, il refoule. Quand ça ne peut pas passer par le corps, ça passe par l'organisme, en forme de passage à l'acte, en forme de maladie organique, etc. etc. Et donc le tout ici, donc là le poinçon de Lacan,
il y a le schéma de Freud, donc des 23 et des 32 debout, là, voilà, tout ça ensemble. C'est pour cette raison que le schéma, il est freudo-lacanien. C'est un hommage à Freud et à Lacan. Et quand j'ai appelé l'ouverture en bas, l'ouverture des 32, c'est parce que Freud avait fait ce schéma en 1932. Alors, petitment, vous pouvez situer les orgies, s'il vous plaît? Donc, les orgies, c'était... Donc, ces petits points, c'est la résistance du surmoi. D'accord? Les petits points là, ce sont des résistances du surmoi. Et il faut que vous imaginez un A comme un rassemblement de points. Un point, par exemple, des milliers de points, et à un moment donné, ça fait la lettre A. De autre non barré. Ça aussi, je suis allé piquer chez Lacan, parce qu'à un moment donné, Lacan parle d'un grand autre A, un A majuscule, en majuscule, barré et non barré. Et je dis, mais pour quelle raison il fait ça? C'est ça le truc. Si c'est un clinicien de niveau de Lacan, ça veut dire quelque chose que peut-être même Lacan n'a pas repéré. Et donc, c'est pour cette raison que j'ai mis le A. Donc, la résistance du surmoi ici, ça vient d'un texte de Freud et de 25. Et Lisa, donc, inhibition symptômes et angoisse. Et il est dit très joliment, voilà, j'ai découvert 3 résistances pour le moi, j'ai découvert une résistance pour le ça. Et la plus difficile d'accès, c'était la résistance du surmoi. C'est-à-dire un clinicien comme Freud qui balance un truc comme ça, n'est-ce pas? Alors, je vous dis ça balance comme ça, j'ai passé, parce que je vois dans mon texte, c'est rayé, c'est écrit plusieurs fois. Donc, ça fait des années que je passe par la même page et rien. Et à un moment donné, je dis, ah, voilà, c'est là la résistance du surmoi. Et donc, le rassemblement, ça donne le grand A non barré. Le grand A non barré, c'est le bras verbal de la résistance du surmoi. J'utilise le bras verbal, comme on dit, le bras armé. Voyez-vous? Donc c'est cette violence qui est propre à la résistance du surmoi en forme des automutilations ou agressions vers l'autre. Ça, c'est la résistance du surmoi. Et le grand A barré, c'est la violence non barrée. Le grand A non barré, c'est la violence verbale. Et pourquoi orgie? Parce que c'est une orgie de libido, ça part dans tous les sens. Voyez-vous? Ce n'est pas un amour tranquille. Je dis toujours que la psychanalyse, c'est une clinique de l'espérance, qui même avec toutes ces difficultés-là, on peut, en devenant sujet, n'est-ce pas, construire sa responsabilité de conduire aussi sa destinée, donc d'être responsable. C'est pour cette raison que je place la sortie de psychanalyse comme la vraie naissance. Hein? La première naissance, c'est celle de n'importe quel mammifère. Si tu as la chance de tomber sur une bonne maman, tu vas t'en sortir dans la vie. Hein? Ça, c'est Freud qui disait, si on est aimé par sa mère, on a l'impression de pouvoir conquérir le monde. Bien sûr, c'est l'imaginaire de l'enfant, mais ça compte. Et si on a tombé sur le mauvais numéro, et si en plus le deuxième numéro est aussi pas bon, donc voilà, tu es tombé sur père et mère qui occupent la position de majeur, donc à ce moment-là, la psychanalyse vient pour dire, écoute, tu n'es pas obligé d'occuper la position de victime, tu peux tout à fait t'inscrire autrement dans ta vie, hein, et à ce moment-là, il y a cette deuxième naissance. C'est ça que je trouve beau dans la psychanalyse, c'est cette possibilité de dire, très bien, voilà, mon père est alcoolique, ma mère aussi, et j'allais chercher une autre chose pour la mère, et je vais pas prendre le même. Donc, voilà, il s'était décrit matin, midi, soir, etc. D'accord, très bien, ça c'est ta vie, on ne peut rien faire pour ton enfance, ton adolescence. Là maintenant, à partir de maintenant, comment on fait? C'est là qui rentre la question du rapport de l'être qui va se désengager du moi. Donc ça, on a vécu, elle a mis des aiguilles, je pense à l'histoire des Pardieu, n'est-ce pas, qui racontait ça, que sa mère faisait ça, c'était très courant à cette époque-là, des mères qui ne voulaient pas l'enfant, qui mettaient des aiguilles, des tricots, etc. D'autres qui, moins violentes, mais avec toujours le même moi et la même organisation intramoyenne qui ne veut pas de cet être naissant, donc qui va
Par exemple, prier Dieu pour qu'il puisse passer, l'enfant. Hein? Donc, d'accord, ça c'est ta vie. Maintenant, qu'est-ce que tu décides? Est-ce que tu veux venir en psychanalyse et t'engager à construire toi-même ton affaire, etc. etc. C'est ça, c'est ça. Je sens que quand je parle de ça, je ne touche pas vos oreilles. Mais pour moi, en tant que psychanalysant, c'était quelque chose d'illuminé. C'est possible un autre truc, quoi. Je ne dis pas que j'étais maltraité, hein, j'étais très aimé. Mais j'entends ça. Et en psychanalyse, on peut s'inscrire autrement. C'est ça que je trouve beau. Et je vais utiliser l'intervention de Sarah. À un moment donné, Sarah va évoquer exactement la même chose, la pulsion de mort. Mais vous allez trop vite en besoin parce que... donc, tout part d'ici, n'est-ce pas? Du ça. Donc à partir de là, le ça va produire de la libido. Cette libido, elle va nourrir la pulsion. Tout le monde se souvient du schéma de la pulsion. D'accord? Et cette pulsion, elle va, au contraire, aller vers le surmoi, qui lui, il est symbolique et qui n'a pas un effet des aides au moi. Donc, il va nourrir la résistance du surmoi et les organes centramoïques. D'accord? Et donc, j'ai mis dans mon schéma, hein, à côté, j'avais mis donc, la pulsion d'emprise, ensuite la pulsion d'agression et la pulsion de destruction, dans cette logique-là. D'abord, l'emprise, celle donc, justement que Diane vient d'évoquer, de domination au nom de l'amour, et Julien a évoqué ce matin aussi. Donc, la pulsion d'agression, c'est que moi j'agresse l'autre. La question pour évoquer ce qui vient d'être posé comme question par Aubaine, c'est que par exemple, celui qui agresse, ils ne sont pas mal. L'enfant qui tire, c'est pas lui qui est mort, c'est très agréable. Vous êtes une jeune personne tout à fait convenable. Moi, garçon, c'était la bagarre, et quand je n'avais plus de pieds, de mains et de coups de tête, je mordais. Tout est passé, et je me sentais pas mal. Hein, le type sortait, mon bras, mon doigt, etc., etc. Ou par exemple, quand quelqu'un me pointait du doigt comme ça, j'ai détesté ça. On mettait le doigt devant mon nez, je mordais. J'ai jamais raté ce coup-là. Et donc, quand vous avez pensé du téton, j'ai dit, tiens, oui, les doigts des types que j'ai mordus. J'ai jamais eu mal, n'est-ce pas? Mais, voilà. L'agresseur n'a pas mal. La psychanalyse n'est pas faite, par exemple, pour l'agresseur, ou pour le sadique, ou pour le milliardaire. Ils n'ont pas besoin de ça, ils jouissent déjà. La psychanalyse était créée pour les gens qui souffrent.